Bonjour à tous, un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Marketing Blueprint. Aujourd'hui, un nouvel épisode en français à nouveau et j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Sommer. Alexandra, bonjour, bienvenue. Bonjour Julien, merci de m'accueillir. C'est avec un grand plaisir. Tu as un parcours encore un petit peu différent de nos invités précédents, donc je trouvais ça super intéressant de t'inviter aujourd'hui et de regarder un petit peu ce que tu avais. Ce que j'aime bien faire sur Marketing Blueprint, c'est commencer par un petit récap du parcours de mon invité. Donc, si ça te va, je vais commencer avec ça, puis tu pourras me dire si je dis des bêtises ou si j'ai oublié des choses importantes. Ça te va comme approche ? C'est parfait. Parfait. Donc, tu as commencé ta carrière en marketing et project manager dans le secteur IT. Tu as rapidement évolué sur IT marketing et BizDev manager. Ensuite, senior channel marketing manager, toujours dans la tech. Events et marketing manager par la suite. Donc là, on a 4 rôles. On a déjà touché à peu près tous les aspects possibles et imaginables du marketing, 360 degrés. On a fait de l'événementiel, on a fait du BizDev, on a fait du channel, tout ça toujours dans la tech. Donc, évolution assez naturelle, a priori, tu deviens marketing director et puis par la suite marketing and institute director. Et puis enfin, en 2017, changement de vie, a priori, on en parlera. Tu décides toujours d'être dans le marketing, mais de changer de casquette, de créer ta boîte, de devenir entrepreneur. Et là, tu crées ton agence marketing, Creative and Thinking. Et puis, dans ton parcours, il y a un autre truc qui est intéressant qui nous a reliés, c'est que tu as fait toute ta carrière dans la tech et tu fais partie du club CMIT, le club des marketeurs in tech. Et c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Est-ce que c'est un bon récap ou est-ce que j'ai manqué des étapes essentielles ? C'est pas mal, ça couvre bien. Je vois que tu as bien étudié mon profil LinkedIn. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui t'a amené là-dedans ? Qu'est-ce qui t'amène Qu'est-ce qui fait que tu sors de l'école et tu te dis, moi, ma carrière, c'est le marketing ? Alors, moi, c'est un petit peu par hasard, puisque moi, à la base, j'ai commencé par des maths, donc rien à voir. Et puis, en fait, on avait à l'époque l'ancêtre de Parcoursup qui s'appelait je sais plus quoi, sur Minitel, qui m'avait affecté dans un truc qui me plaisait pas du tout. Et puis, mes parents m'ont expliqué que j'avais à peu près une semaine pour trouver une école, sinon je ne partais pas en vacances. Et donc, je suis arrivée dans le commerce de façon tout à fait au hasard. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et puis, j'ai rencontré une agence, que moi, j'ai commencé mon parcours professionnel en agence de marketing dédiée à l'informatique. Et puis, j'ai rencontré une agence qui a accepté de jouer avec moi le jeu de mes études marketing et commerce en alternance à l'époque. Donc voilà comment je suis arrivée dans la tech. Et puis du coup, ça faisait sens avec le profil plutôt scientifique que j'avais. Donc ça veut dire que moi, j'étais plutôt communicante. Communiquer avec une dimension technologique, ça m'allait bien. C'était parfait. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Ah, du coup, de toute évidence, le marketing, c'était pas forcément un rêve de gosse. C'est plus opportuniste. C'est arrivé comme ça parce que c'est arrivé. Et le côté entrepreneuriat, c'était un rêve de gosse ou c'est juste trouvé qu'à un moment de ta carrière, c'était le moment d'y aller et t'y as été ? Alors, c'est pareil. Moi, tout est arrivé. Je suis pas dans la planification stratégique de ce que va être ma carrière. Mais ce que j'ai fait en 2016, c'est que j'ai repris mes études à un moment de ma vie. Donc, plutôt pour sortir de l'informatique à l'origine. Ce qui est... Là, donc j'ai fait un executive master avec HEC et puis la baseline de HEC, c'est apprendre à oser. Donc une fois qu'on s'est dit ça, moi je voulais peut-être sortir de l'informatique parce que je venais de la production informatique qui était quand même très technique. Et puis en fait, HEC m'a donné envie d'apprendre à oser et de créer l'agence dont je rêvais quand j'étais directrice marketing. C'est-à-dire que c'est une agence immédiatement opérationnelle qui comprend mes enjeux, ma technologie, qui a un bon vernis technique et qui est capable en 48 heures d'appréhender mon métier et de me proposer des choses un peu originales. Du coup, là, dans ton parcours, tu as fait quasiment toute ta carrière avant de devenir entrepreneur dans le monde de la tech. C'était pas prévu à l'avance. C'était j'ai eu l'opportunité avec une alternance. Du coup, tu as commencé ta carrière. Ça m'a plu. J'ai eu un mentor. Une femme merveilleuse.
qui m'a tout donné, qui m'a tout appris et qui m'a donné envie de m'investir dans cette voie et d'aller plus loin. Et j'avoue que le secteur de l'informatique m'a bien plu. Et aujourd'hui, j'ai créé Creative and Thinking, mais je suis dédiée aux acteurs de la technologie quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une agence de marketing B2B pour les acteurs de la tech. Je suis pas con. Du coup, je suis restée finalement. J'ai repris mes études pour essayer de voir autre chose. Et puis, en fait, le autre chose, ça n'a pas été le secteur, ça a été l'entrepreneuriat. Alors, un autre truc qui est intéressant dans ton parcours, tu me dis si je l'ai bien compris ou pas, j'ai l'impression que très très tôt, dans les rôles qui t'ont été proposés, tu es déjà devenu people manager, où tu as déjà dû gérer des équipes. C'est grisant ou c'est effrayant? Comment fraîchement sorti de l'école, tu te retrouves déjà dans un rôle où tu dois gérer des gens? Est-ce que tu as été guidé? Tu nous parlais d'un mentor. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu avais ce mentor? Ou est-ce que tu as dû apprendre sur le tas? Voilà. Qu'est-ce que ça fait de devenir leader du jour au lendemain très tôt dans sa carrière? C'était effrayant. C'était effrayant parce que j'étais toute jeune, j'avais une vingtaine d'années, 25 ans. Effectivement, j'avais un mentor, mais on m'a proposé d'encadrer des personnes qui avaient plutôt 30 ou 35 ans. Donc ça a été c'est très riche, mais très difficile au sens où j'arrivais comme la petite jeune, j'avais 25 ans et il fallait que j'encadre une quarantaine de téléacteurs, ce qui était quand même pas simple, dédiés à l'informatique, qui étaient tous beaucoup plus vieux que moi. Mais j'ai eu la chance d'être soutenue par ce mentor qui m'a, comme je le disais, tout appris, tout donné. Je la remercierai jamais assez. C'est elle qui elle m'a pris sous son aile et elle a dit, je vais te donner tout ce que j'ai. Donc il y a une vraie opportunité à trouver un mentor pour te booster dans ta carrière, en particulier au début, quoique pas que au début de ta carrière, d'ailleurs c'est peut-être le moment le plus crucial, mais tout au long de ta carrière. Et là, c'était encore une fois complètement opportuniste. C'était pas toi qui es parti chercher le mentor, tu as juste eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait envie de partager. C'est ce que je dis. J'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel. Alors après, j'ai généré aussi cette chance et j'ai quand même été plutôt moteur. En tout cas, je voulais bien faire. Je travaillais sans compter, encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais l'idée, c'était que effectivement, j'ai su saisir des opportunités que l'on m'a offertes. Et puis j'y suis allée. Avec toute l'énergie et le dynamisme que j'ai, les deux pieds dedans en disant bon allez j'y vais à 200%. Et c'est vrai que, en tout cas, je trouve que dans sa carrière, moi j'ai régulièrement eu des gens que j'ai appelés des mentors. Ils le savent pas, faut pas leur dire, hein, mais des personnes qui m'ont appris plein de trucs. Et moi j'y suis allée vraiment à fond en me disant j'ai tout à apprendre de cette personne, c'est hyper intéressant. Eh bien allez, on y va, on progresse ensemble. Du coup, beaucoup de travail et puis un mentor qui te soutient, qui t'apprend des choses, qui t'aide à parcourir tout ça, beaucoup d'opportunisme. Malgré tout, tu as une carrière qui fait... On a presque l'impression que c'était préécrit dans le sens où, je le disais un peu en intro, en l'espace de 4 rôles, tu as fait à peu près, j'exagère parce qu'il y a quand même un millier d'aspects différents au marketing, mais entre l'événementiel, le channel, le bizdev, le project management et puis le côté leadership, tu as déjà énormément d'expérience en relativement peu d'années. Est-ce que c'est ça qui fait que relativement rapidement, tu te retrouves dans un rôle de marketing director qui, pour beaucoup de boîtes, peut être d'ailleurs le rôle le plus élevé, hein. Toutes les entreprises n'ont pas forcément un CMO, c'est souvent un marketing director. Est-ce que c'est ce côté 360 qui t'a permis d'arriver là? Est-ce que c'était préécrit? Est-ce que tu as des secrets à nous partager qui font que tu es arrivé à cet endroit-là relativement rapidement? Comment ça s'est passé tout ça? Alors, je ne sais pas si c'était préécrit parce que je ne sais pas si on a véritablement un destin et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai souvent prêté... comment dire? J'ai souvent fait en sorte que les choses se passent. Ça veut dire que, par exemple, quand je suis passée sur la partie channel, j'avais un rendez-vous avec un éditeur de logiciels qui m'avait proposé un poste et moi, je considérais que c'était un mi-temps. Et donc, je leur ai proposé de prendre cette dimension channel. J'ai aussi fait des propositions à un moment donné et je me souviens du directeur général qui m'a dit « Elle veut plus pour le même salaire? Mais donnez-lui, pas de problème !» Et je l'ai fait, voilà. Et moi, j'ai su, en tout cas, je suis souvent force de proposition et je considère qu'il faut toujours apprendre. Et moi, j'ai toujours envie d'apprendre des choses, de découvrir
des aspects de mon métier, surtout en marketing et dans la technologie. Ça veut dire que si on reste enfermé dans sa zone de confort, moi je m'ennuie vite. Donc j'ai besoin d'ouvrir un peu mes chakras, d'apprendre des choses et comme je le disais, d'apprendre des personnes avec lesquelles je travaille. Et ça, c'est un peu mon leitmotiv. Moi, j'ai besoin d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui me fait grandir et probablement c'est ça qui m'a fait toucher à plein de choses et qui naturellement m'a fait gravir des échelons parce que c'est ça qui s'est passé en vérité. C'est que j'ai gravi des échelons au fur et à mesure des différentes positions que j'ai eues dans les entreprises. Donc, est-ce que tu penses que ton parcours s'applique à d'autres, dans le sens où est-ce que tu conseillerais aux gens effectivement de pas s'enfermer dans un job de, je sais pas, event manager ou biz dev manager ou peu importe, et vraiment d'essayer d'explorer différentes facettes du marketing? Est-ce que ça, c'est un fast-pass pour arriver plus haut sur des rôles de management, d'avoir cet aspect 360 du marketing? Moi, je trouve. Parce que moi, je trouve que quand on a mis les mains dans le cambouis, on sait de quoi on parle. Et puis, on a surtout des équipes qui... Moi, j'ai toujours mis les mains dans le cambouis avec mes équipes. C'est-à-dire que même quand j'étais directrice, quand il s'agissait d'aller installer un stand, j'étais là. Moi, j'étais là à 6 heures avec les équipes. On installait les choses. Et c'est parce que je connaissais le terrain, parce que je savais ce qui se passait dans le terrain et qu'il y avait toujours des choses qu'on n'avait pas prévues parce que. Et ben c'est comme ça que en tout cas moi sur mon management, j'avais vraiment un management de proximité et j'ai souvent eu des équipes qui m'ont suivi d'entreprise en entreprise. Mais je pense que c'est cette transmission. C'est parce que moi j'ai toujours été là avec les équipes, peu importe le truc. Et puis voilà, moi je fais le café aussi. Ça marche. En général, c'est plutôt un bon signe. On parlera de leadership un petit peu après. Mais si tu as des équipes qui te suivent d'une boîte à l'autre, c'est en règle générale plutôt un bon signe de la qualité du leadership que tu apportes. En 2017, donc 2016, tu reprends tes études, tu fais HEC. 2017, tu décides de lancer ta boîte, ce qui n'était pas du tout prévu début 2016. Tu étais en bonne voie. Avant de lancer ton entreprise, tu étais en bonne voie pour devenir CMO d'une grosse boîte tech à courte ou longue échéance, mais disons que c'était le parcours qui était un petit peu tracé pour toi et tu décides, hop, d'en prendre un autre. Qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision? C'est le côté sortir des sentiers battus, oser, je ne me souviens plus du slogan. Apprendre à oser. Apprendre à oser. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a motivé? Mais est-ce que devenir CMO, ça n'aurait pas été aussi une manière de faire les choses différemment dans une boîte tech? Qu'est-ce qui fait que c'était le moment? Je lance ma boîte et je poursuis pas mon parcours qui était pourtant plus ou moins fléché déjà. En fait, la particularité quand même le CMO, c'est formidable, mais dans les boîtes, moi j'ai fait beaucoup d'éditeurs étrangers et les éditeurs étrangers, le CMO, il n'est pas en France. Voilà. Donc c'est ça qu'on se dit. Et une fois qu'on s'est dit ça, oui, il peut y avoir un CMO en France, mais d'abord c'est beaucoup de déplacements. Moi, à l'époque, j'avais des enfants qui étaient plus jeunes qu'aujourd'hui. J'ai un mari qui est sur les routes tout le temps. Et nous, on a pris le parti d'être là pour nos enfants, en tout cas. Comme beaucoup de gens, mais il fallait trouver cette espèce d'équilibre qui faisait que. Et le CMO d'une grosse boîte américaine, moi j'ai beaucoup entendu dans mon parcours chez les éditeurs, ouais mais ça c'est français. Oui, d'accord, mais on a décidé les Français. J'ai souvent considéré que quand on apportait des idées nouvelles, qu'on voulait lancer des initiatives, moi j'ai toujours entendu, non mais ça marchera en France. Ouais, mais ça peut marcher vraiment. Et c'est amusant parce qu'il y a plein d'initiatives comme ça que j'ai lancées en France qui ont super bien marché et qui ont été repris par les US. Et c'est là où on dit, ouais, mais c'est pas que en France. Donc ça marche. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a changé pour le coup. En 2016, c'était encore un peu charnière. Aujourd'hui, ça a changé. Les Français, on commence à avoir cette... reconnaissance, de compréhension de la technologie, des idées, etc. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'avait pas bonne presse. On est tout le temps en vacances. Bon, on a quand même beaucoup de choses qui font qu'on ne fait pas rêver les Américains, en tout cas sur le boulot, je ne parle pas d'un point de vue perso. Et du coup, le poste de CMO, j'aurais été tout le temps en dehors. Et ce n'était pas ce que je voulais. Donc, CMO ou pas CMO, tu as été directrice marketing, tu as commencé ta carrière en gérant déjà des gens. Aujourd'hui, tu as une agence marketing, donc tu es de nouveau
avec une casquette un petit peu différente, mais malgré tout, toujours en leader. Sur toute ta carrière, tu as eu plusieurs rôles de leader, tu as eu des mentors, tu as eu beaucoup de choses qui sont passées. Qu'est-ce que tu as appris en tant que... Alors, j'aime pas trop le terme manager, mais en tant que manager, que people manager, que leader, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui fait un bon leader? Au-delà du fait de se lever à 6h du mat pour aller sur le stand et de faire le café, qu'est-ce qui fait que les gens te suivent d'une boîte à l'autre? C'est quoi ton secret? C'est quoi ta méthode? C'est quoi ta vision du leader? Alors moi, j'ai plusieurs choses. La première chose, je dirais, c'est la transmission. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment... et la collaboration. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de travailler en équipe. Moi, je considère que un leader, il n'est pas bon tout seul. C'est-à-dire qu'un leader, il est bon en équipe. Donc pour ça, il faut fédérer et il faut transmettre des choses. Il faut que les équipes aient envie d'apprendre et qu'elles apprennent. Et cette évolution fait que les personnes ont envie de continuer à travailler. Moi, il y a ça. Et la deuxième chose, c'est le fou rire, la bonne humeur. Donc, moi, il n'y a pas une journée où on se marre pas. On ne sait pas faire. Même quand c'est un peu tendu, même que on est obligé, parce que sinon, c'est pas drôle. Et je pense que cette ce mélange de on apprend, on progresse ensemble et on se marre bien, c'est quand même un petit cocktail un peu assez sympathique. Alors ça, c'est top quand tu es à la tête de ta boîte ou quand tu es à la tête d'une belle équipe marketing et que tu as déjà plusieurs années d'expérience derrière. C'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place quand tu es leader pour la première fois et comme tu le disais, que tu gères des gens qui ont potentiellement 10 ans d'expérience de plus que toi. Dans ce contexte-là, tu as eu un mentor qui t'a aidé. Qu'est-ce qui t'a dit, ce mentor? Comment il t'a aidé? Qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'un truc complètement effrayant où tu savais pas trop dans quoi tu te lançais à quelque chose où finalement, a priori, en tout cas, tu as développé une certaine confiance en toi et tu as été en mesure de les gérer, ces personnes-là qui avaient plus d'expérience, plus de bouteilles? Je crois que ce qui a marché, c'est la confiance qu'on m'a accordée. Ça veut dire que j'ai vraiment senti, malgré mon jeune âge, qu'à aucun moment on a douté de moi. Et ça, honnêtement, c'est ce qui a fait toute la différence. Parce qu'à un moment donné, ça m'a donné un peu d'assurance, que ça m'a fait un peu chasser un espèce de syndrome de l'imposteur qui faisait que mais pourquoi je suis ici? Alors, j'étais ici parce que le manager partait, et puis c'était la transition et que ça s'était bien passé. Ça faisait 2 ans que je faisais des stages avec eux, ça se passait bien. Mais je crois que c'est ça, c'est qu'on on m'a fait confiance et ça change tout. Et du coup, tu as toi-même des leaders dans tes équipes, a priori, soit aujourd'hui, soit par le passé. Tu les as formés, ces leaders, ou c'était déjà des leaders d'anciennes boîtes? Est-ce que tu leur as donné tes astuces de manager? Je vois par exemple, si je prends mon cas personnel, il y a un truc que j'aime bien faire. Je sais qu'en France, on a des règles qui font que je crois que c'est tous les ans ou tous les 2 ans, tu es obligé d'avoir un entretien individuel de je sais plus quoi que je trouve particulièrement barbant, que moi j'ai remplacé par quelque chose de trimestriel qui est assez complet, où on prend le temps de poser des questions, d'être honnête, d'être transparent. Et ça, c'est quelque chose que je transmets à mes équipes. Quand je crée de nouveaux leaders, je fais en sorte qu'ils aient ma méthode pour commencer, puis que ça devienne leur méthode, qu'ils créent leur propre méthode derrière, mais qui partent avec certains outils. Comment tu les formes, ces leaders? Comment tu fais en sorte que cette culture d'entreprise que tu arrives à créer, qui est basée sur la confiance, la collaboration, la bonne humeur, la transmission, elle ne s'arrête pas à ton niveau avec tes directs, mais qu'elle puisse aussi être transmise aux strates inférieures et que tu puisses la garder, cette culture que tu essaies de créer? Je sais, à vrai dire, ça se fait un peu naturellement, parce que je pense que quand on transmet, on donne envie de transmettre. Donc déjà, c'est assez radical, mais j'ai eu différentes populations. J'ai eu effectivement des seniors, mais qui étaient seniors sur leur domaine d'expertise et pas forcément sur d'autres. Donc l'idée, c'était de s'ouvrir un petit peu et d'aller chercher d'autres choses, de sortir de sa zone de confort, de sortir de la boîte. Voilà, c'était ça l'idée, en disant on va faire des trucs mieux, mais on va les faire ensemble. Bon, moi, je suis très partisan du ensemble. Donc, et après, tu vas les faire tout seul. Et puis on va regarder, on va noter des points de progression. C'est pareil, moi, quand on faisait des entretiens, des évaluations, on se fixait des objectifs. Moi, je fixais jamais d'objectifs individuels. Je disais ça, on va le faire ensemble. On va y aller étape par étape, et puis on va instaurer une espèce de méthodologie en se disant, bon, où est-ce que tu te sens aujourd'hui? Très bien. Quelle est ta zone de progression? Où est-ce que tu seras bien dans 6 mois? Et où est-ce que tu seras, est-ce que tu auras atteint ton objectif dans 1 an?
Et si on ne l'a pas atteint, c'est que moi, j'ai loupé quelque chose. Alors, à part, sauf cas particulier, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas partisan du tiens, débrouille-toi, tu as ça à faire, et puis voilà. Je suis partisan du tu as une difficulté, on en parle, mon bureau est toujours ouvert, toujours. Il n'y a pas de tabou. C'est-à-dire qu'on peut avoir chacun ses difficultés, et puis moi, je travaille beaucoup à la confiance. Alors après, évidemment, parfois, je me suis un peu plantée, parce que tous les profils ne sont pas pareils, donc ça n'a pas marché avec tout le monde, c'est certain, et puis il y en avait qui avaient envie, puis il y en avait qui n'avaient pas envie, mais j'ai noté une vraie progression et un vrai leadership chez certaines personnes. Je me souviens d'une petite jeune que j'avais encadrée. Sur le papier, elle savait presque rien. Elle avait un petit cahier qui s'appelait Alexandra. Et elle notait tout ce que je lui disais. Et de temps en temps, quand on parlait d'un sujet, elle me disait « Attends, je prends mon cahier Alexandra, parce que ça, c'est intéressant. » Et elle notait. Et c'était assez marrant, parce que du coup, on a beaucoup ri avec ce cahier Alexandra. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Et elle notait tout ce qui la faisait progresser, tout ce qu'elle ne savait pas. Et après, elle relisait, etc. Donc c'était... je sais pas. Moi, je pense que c'est... Mon secret, si on peut dire qu'il y a un secret, c'est vraiment ça, c'est cette transmission. Et je pense que quand on transmet, on donne envie de transmettre. Et du coup, la chaîne ne s'arrête pas. Quand on a évidemment quelqu'un de bien, avec la tête bien faite en face, et que, voilà, effectivement. Mais ça me fait sourire ce que tu dis, parce que j'ai l'impression de m'écouter parler avec tout ce que tu racontes. C'est très agréable d'entendre. Ton style de leadership, si j'essaie de synthétiser tout ça, c'est du leadership bienveillant à la base, où tu essaies de déjà offrir ta confiance. Après, la confiance, ça se mérite malgré tout, mais a priori, tu commences déjà par l'offrir et par éviter le micromanagement. Tu gardes ta porte ouverte pour être là pour les gens qui en ont besoin. Tu es toujours là pour donner un coup de main. Puis tu as le syndrome du leader qui fait que soit on réussit ensemble, soit on se plante ensemble. Mais tu vas pas te planter tout seul. A priori, si ça n'a pas marché, c'est que j'ai peut-être pas non plus joué mon rôle. Ça me plaît beaucoup ce que tu me racontes. Est-ce que c'est parce que tu as un mentor qui t'a appris à faire ça, ou est-ce que c'est ta façon naturelle de gérer le quotidien? Je pense que j'ai eu des expériences qui ont fait que je me souviens justement, j'ai eu dans un court moment de ma vie un micromanager, et j'ai trouvé ça particulièrement désagréable. Ça veut dire que j'avais été embauchée pour avoir un poste de manager, et en fait, j'avais l'impression d'avoir un petit singe sur mon épaule toute la journée qui me disait « Non, attends, non, ne fais pas ça, non, attends ». Et je lui disais « Mais c'est insupportable !» Écoute, en plus, je n'étais pas ma première expérience, et j'ai trouvé ça insupportable. Et ça, j'ai dit « Jamais ». Il ne faut jamais faire ça. C'est-à-dire que la personne a le droit de mettre plus de temps, de se tromper, on n'est pas parfait, et puis même quand on sort d'école, on n'a pas tout appris. Enfin, je veux dire, il y a le terrain qui fait toute la différence. Et puis parfois, il y a des contextes, il y a tout un tas de trucs. Un manager comme si, moi j'ai eu à un moment un manager un peu cyclotimique, donc il fallait déchaîner les foudres. Et puis, moi je disais rien, puis j'ai dit, ça y est, ça va mieux. Bon, alors on se repose, on y va, ok. Parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Bon, donc, par contre, j'ai une forte personnalité. Effectivement, je cadre assez facilement quand ça dépasse. Voilà, si j'ai un manager qui me manque de respect, je vais pas me taire. Mais j'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai coché des cases en ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas faire. Ah non, ça c'est insupportable. Et donc j'ai eu cette expérience-là. Ça, je me suis dit mais c'est impossible. On ne peut pas manager des gens comme ça. Il faut à minima leur faire confiance, et puis après on verra bien, quoi. Mais ça a été. J'ai eu 2 ou 3 comme ça où j'ai senti que il fallait 6 mois pour gagner la confiance. Je dis non mais tu peux pas faire ça. Puis après ça va mieux parce qu'on fait ses preuves, on montre des choses, mais donc moi, par défaut, je fais confiance parce que j'ai eu des expériences où ça n'avait pas été le cas, et j'ai pas du tout aimé cette façon de manager. Je pense qu'il va falloir qu'on discute un peu plus, parce qu'on a vraiment des similarités dans nos parcours. Avec grand plaisir. Et comme je suis un peu bavarde, on a de quoi faire. Le café suffira pas. Je prendrai une thermos. Je viens de t'entendre dire il y a 2-3 phrases. Je sais plus si tu l'as dit en français ou en anglais. Think outside the box. J'ai vu sur ton profil LinkedIn. Alors je l'ai pas vu. Je sais pas si c'est un ancien slogan, si c'est un slogan perso. Il me semble pas l'avoir vu sur le site de ton agence, mais j'ai lu Don't think outside the box. Think like there is no box. Et c'est un slogan qui m'a beaucoup plu, parce que
parce que c'est une évidence quand tu commences à y réfléchir, mais je me demandais, ça c'est un slogan d'agence de pub, de marketing, parce que c'est vraiment ça la valeur ajoutée. C'est quand tu es une boîte corporate, en particulier si tu bosses principalement avec des entreprises tech, on a quand même un espèce de carcan qui fait qu'il y a des règles claires ou pas claires, mais qu'on a des règles à suivre. Ouais. Et du coup, la box, elle est là. Donc c'est relativement facile entre guillemets, c'est justement ça la valeur ajoutée d'une agence de marketing, c'est pour ça qu'on vient de voir, c'est parce que justement toi tu l'as pas cette box et tu peux amener des trucs auxquels on penserait même pas. Exactement. Est-ce que c'est vrai aussi en interne? Est-ce que c'est un slogan que tu appliquerais quand tu travaillais dans les boîtes et non pas pour l'agence qui vient aider les boîtes? Est-ce que c'est vrai que il faut essayer de don't think like if there was no box? Est-ce que c'est un truc qui est important même pour un marketeur en interne ou c'est réservé aux agences? Ah non, moi j'y crois beaucoup. Moi j'ai toujours été comme ça et je peux l'avouer maintenant que j'ai quitté certains éditeurs, mais moi j'ai passé ma vie à être sous les radars. C'est-à-dire à essayer d'imaginer des choses, etc., de le faire en sous-marin de la Corp, parce que sinon la Corp elle disait non, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc moi j'ai passé ma vie à essayer de faire des choses comme ça. C'est comme ça que on a créé un think tank, par exemple, avec des clients pour pouvoir réfléchir aujourd'hui aux idées de demain. C'est comme ça que finalement on a réussi à faire influencer en faisant avec une école d'ingénieurs une maquette de ce qu'on avait imaginé avec des clients. On l'a testé avec un client américain, tout ça sous les radars de la Corp. On disait rien à personne et puis le jour où la Corp s'en est rendu compte, ils se sont dit mais ce client a fait ça? Oui. Aux US? Oui. Mais pourquoi tu le dis pas? Si, bon, on l'a un petit, mais on ne disait pas trop non plus, quoi. Et en fait, c'est devenu un truc génial à partir du moment où ça avait été validé par un client américain, que le client américain avait accepté de faire la maquette avec nous. Bon, voilà. Donc, moi, je fais des trucs comme ça. Je passe un peu sous les radars et puis, bon, parfois ça marche pas, puis parfois ça marche. Et quand ça marche, eh ben, les Américains disent, mais ça, c'est génial. Après, il faut accepter de se mettre en risque. Parce que du coup, on se met quand même un peu en risque. C'est comme dans tout. Tu grandis assez rarement en suivant exactement ce que tous les autres font. Si tu as envie de sortir un petit peu du troupeau, à un moment, tu es obligé de faire les choses un petit peu différemment. Justement, je vois que l'heure passe très très vite. J'ai une petite dernière question pour toi. En 2 mots, si tu pouvais me dire, avec tout ton parcours, avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à des jeunes fresh grads, des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui ont ou pas l'ambition de devenir CMO, leader marketing, ou entrepreneur à un moment de leur carrière, c'est quoi ton conseil pour quelqu'un qui rentre dans cette vie du marketing aujourd'hui? Facile. Je pense qu'il faut être curieux. Il faut déjà s'ouvrir au monde, aux choses, et pas forcément que dans l'IT. Ça veut dire qu'on a plein de choses à apprendre de l'industrie, du retail, de plein d'autres métiers. Et ça, je l'ai vu beaucoup, moi, dans les think tanks, parce que quand j'avais étudié sur des sujets de mon sujet, en tout cas technologique, j'étais allée chercher des méthodes dans le lean management, etc. Et on avait fait des parallèles. Donc, il faut être curieux, et puis il faut oser, quoi. Il faut y aller. C'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Moi, je suis partisane comme les Américains, pour le coup, ce qui n'est pas très français. En France, on apprend du succès, enfin, en tout cas, c'est ce qui... Mais moi, je suis très, on apprend de ses erreurs. Si on ne se trompe pas, on ne progresse pas. Et du coup, on s'ennuie, quoi. Et si on n'ose pas, on se trompe pas. Un grand merci pour tous tes conseils, pour ton partage. Merci de ton temps également. Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Marketing Blueprint. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview avec un guest marketing. Alexandra, merci et à très bientôt. Merci à toi. À très bonne journée. Au revoir.